Bon, bah ouais. Par quoi on commence aujourd'hui? Les films de monstres, c'est vraiment une chose incroyable. Et ce ne sont pas des œuvres si stupides que cela. C'est pas juste des gros monstres dont il faut se débarrasser. Cela fait écho à ce qu'on appelle le gigantisme, le fait d'être confronté à une menace qui nous dépasse, remettant en cause la place dominante des humains dans notre monde. Quelque chose qui dépasse notre compréhension. Alors quand le gigantisme rencontre l'une des espèces les plus fascinantes de cette foutue planète, à savoir les requins, au travers d'une créature qui en plus a réellement existé il y a plusieurs années, forcément, il y a de quoi être heureux. C'est un mégalodon. C'est impossible. Les plaisirs de la vie passent par des choses simples. Et voir Jason Statham en train de tabasser des requins géants tout en étant au milieu de l'océan, ça fait partie des choses qui me font comprendre que, ouais, la vie est absolument extraordinaire. Le premier opus de Meg, ou dans son fantastique titre français En eau trouble, représente une expérience qui ne se moque pas de ses spectateurs. C'est un divertissement agréable et bien réalisé avec des requins géants, pas plus, pas moins. Et depuis combien de temps on n'avait pas eu le droit à un bon film de requin? Pour certains, cela remonte au premier opus des Dents de la Mer, ce qui est compréhensible puisqu'il est totalement indétrônable. L'ambiance de ce film, mais mon dieu, c'est vraiment quelque chose. D'être perdu en mer, isolé, et se sentir seul tout en traquant un monstre absolument terrible. Si un requin s'approche de trop près, le premier on se débattra dans l'eau, il gueulera, il se remuera, des fois ça suffit et le requin il fout le camp. Mais des fois ça marche pas, il reste là. Si vraiment il s'incruste, alors là attention. Il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi ça a des yeux sans vie, sans rien. Une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Mais après les Dents de la Mer, il y a quand même eu des expériences sympathiques, comme en 1999 avec la sortie du cultissime Peur Bleue. Dans Peur Bleue, nous suivons des scientifiques bloqués dans un complexe offshore, qui sont traqués par des requins génétiquement modifiés. Alors, je sais, cela a l'air stupide, mais rien que pour cette scène légendaire, cela vaut le coup d'œil. Nous allons rester unis tous ensemble et nous allons trouver un moyen de sortir d'ici. D'abord, nous allons isoler totalement ce requin. En bref, depuis Peur Bleue, il y a certes eu des expériences sympathiques, mais rien de transcendant. Et arrive donc en 2018, En eau trouble, qui mélange deux genres en particulier, celui du gigantisme avec celui des films de requins. C'est beau, c'est innovant, avec la présence de fonds marins qui sont complètement mystérieux, avec également des scènes bien réalisées, à mi-chemin entre l'humour et l'action. C'est un divertissement parfait pour l'été, avec des requins géants, et c'est tout ce qu'on doit attendre de ce genre de film. Il prouve qu'on est encore capable de traiter cette figure monstrueuse, tout en proposant une bonne œuvre cinématographique. Et à peine le deuxième opus de la franchise était annoncé, à savoir En eau très trouble, qu'il était déjà incendié de toutes parts, parce que si vous parcourez l'ensemble des commentaires des sites de cinéma les plus célèbres, ou même l'espace commentaire des bandes annonces du film sur YouTube, c'est rempli de négativité et de moqueries. Oh mais qui c'est qui va voir ça? Ce sont des films de merde et c'est tout. Et moi je me branle toute la journée sur Christopher Nolan, je suis un vrai cinéphile. Vous voyez très bien le genre. Pour moi c'est difficile d'être déçu de ce genre de film, parce qu'il nous donne exactement ce qu'il nous promet. Un divertissement bien fait, qui ne se prend pas du tout au sérieux par moments, avec un Jason Statham qui joue sans doute l'un de ses meilleurs rôles. Bon ok, j'abuse complètement, mais ce que je veux dire c'est qu'il s'amuse à fond, et donc ça fonctionne encore plus sur le spectateur. Et en plus, il tabasse des requins géants à main nue. Mais que demande le peuple? En eau très trouble, ou plutôt Meg 2, nous propose de retrouver Jonas Taylor, incarné par l'icône Jason Statham. Jonas représente l'homme de la situation, puisqu'il a déjà survécu aux dangers que représentent les zones les plus profondes de l'océan, et notamment l'une de ses créatures les plus inquiétantes, le mégalodon. Sauf que cette fois-ci, il y en a plusieurs, et il pourrait même que ces requins géants aient ramené avec eux de toutes nouvelles créatures tout aussi dangereuses, provenant des recoins les plus sombres et aquatiques de la planète.
Une fois qu'on plonge dans ces profondeurs, il se peut que ces terribles requins vous suivent et explorent la surface, celle de notre monde. Vous l'aurez compris, l'humanité est une nouvelle fois confrontée à ces sombres créatures, et c'est tout le principe du film, avec un Jason Statham qui tabasse des requins géants. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Mieux vaut pas le savoir. En eau très trouble ne se prend pas du tout au sérieux, encore moins que le premier film, c'est vous dire la chose. Parce qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de scènes qui ne sont pas du tout réalistes, au point d'être une véritable parodie lors de certains passages. Le premier opus était déjà extravagant, mais il arrivait toujours à trouver un équilibre entre ce qui est crédible et ce qui ne l'est pas, pour, vous l'aurez compris, surprendre le spectateur. Dans ce deuxième opus, c'est plus du tout un problème de trouver justement cet équilibre. Le studio, et sans doute le réalisateur, ils assument vouloir créer une franchise beaucoup moins horrifique, parce qu'il n'y a aucune scène violente, gore ou de tension qui serait trop forte pour des jeunes esprits. C'est une ouverture beaucoup plus grande à tous les publics, quitte à perdre un peu de son charme. Et en même temps, si le film n'allait pas plus loin que le premier opus, notamment dans l'extravagance, bon bah ouais, à quoi bon faire une suite? Ce que nous souhaitons lorsque nous entrons dans la salle de cinéma, c'est de voir une expérience qui va plus loin que le premier film. Donc cette évolution, pour aboutir à un film avec beaucoup plus d'action, d'humour et d'extravagance, elle est totalement compréhensible. C'est d'ailleurs une chose qu'on pouvait reprocher au premier film, le fait qu'il ne voulait pas aller trop loin dans la parodie, lors de ses scènes d'action. Je vous rassure donc, avec ce deuxième opus, ce n'est pas le cas. Cette suite, elle fonce dans l'action et le divertissement pour correspondre à tous les publics. Et c'est ce que beaucoup attendaient. Personnellement, je trouve que cela faisait complètement le charme du premier opus. Parce que c'était ni trop ridicule, tout en l'étant parfois lors de certains passages précis de l'histoire, et c'est un peu comme Fast and Furious en somme. Dans le 5e et 6e opus, c'était n'importe quoi ce qui se passait dedans, mais on finissait par l'accepter, et cela virait au ridicule tout en restant assez équilibré. Jusqu'à ce que dans l'un des derniers opus sortis, ils t'envoient carrément une voiture dans l'espace, et qu'ils te disent clairement à partir de maintenant on va faire de la parodie et c'est un peu tout. Et c'est un peu le même symptôme avec ce deuxième opus de Meg, parce que l'équilibre est beaucoup moins subtil et c'est totalement le syndrome d'une suite qui reprend les idées du premier opus mais qui les pousse beaucoup plus loin, quitte à tomber dans le ridicule par moment. Mais le ridicule au sens de la parodie. Et après tout, ça serait un peu hypocrite de vous dire oh non, c'est pas du tout ce qu'on est venu chercher. Hein. Oh non, moi je voulais pas un film qui tombe dans le ridicule. Soyons sérieux, si on va voir Meg 2, c'est pour cela, c'est pour rigoler et passer un moment de divertissement. Et c'est un peu tout. Dans le premier, le requin n'arrive pas à briser la vitre du complexe sous-marin, dans le deuxième, il y arrive. Cette image, elle représente parfaitement cette suite. On va aller beaucoup plus loin et on en a absolument rien à foutre. Et entre les scènes d'action qui sont complètement lunaires lors de certains passages, mais attendez, il bloque réellement un requin de plusieurs tonnes avec son pied? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et bien entre ces différentes scènes d'action et de tension, le film est parsemé de dialogues extravagants, remplis de piques et presque de vulgarité. On dirait que les personnages, ils s'envoient tous chier entre eux pour rire de la situation, et c'est plaisant parce que cela paraît naturel. Il y a de la répartie, il y a de la punchline, et c'est presque réaliste, parce que personnellement, ou même vous derrière votre écran, quand vous êtes dans la vraie vie entre potes, bah vous envoyez chier vos amis, vous vous insultez, vous êtes vulgaire, et donc quitte à partir dans un délire encore plus important que dans le premier film, autant que ça soit assumé jusqu'au bout, et que donc les personnages soient certes des archétypes, mais qu'ils possèdent tous un brin de folie. Que leur dialogue soit excentrique, et c'est tant mieux. Mais en produisant un film encore plus accessible et drôle que le premier opus, cette suite se restreint dans sa violence et son traitement de la tension. Et c'est possiblement ce qui lui fait un peu défaut. Il cherche par moments à plaire à toute la famille. Les scènes intenses ne travaillent pas vraiment la tension pour ne pas faire trop peur ou pour trop accélérer le rythme cardiaque de ses spectateurs. Le gore n'est pas du tout présent. Alors, je sais, c'est normal qu'il n'y ait pas de sang ou de démembrement, puisque la mâchoire des mégalodons elle est beaucoup trop grande, mais quand même, par moments cela manque de folie visuelle gore, ou même d'horreur. Genre on fait un film de requin, mais il faut quand même qu'il convienne à des enfants, donc on va pas trop prendre de risques pour être sûr que cela passe à ce niveau. Et je vais pas vous mentir, c'est un tantinet dommage. Alors c'est peut-être parce qu'on a tous été marqués à vie par le premier opus des Dents de la Mer, qui réussissait à construire une véritable atmosphère de chasse aux monstres, et donc d'horreur. Des personnalités complexes perdues en mer, chassant une créature dépassant leurs simples épaules. Il nous faudrait un plus gros bateau. Bordel, qu'est-ce que c'était effrayant!
Et c'est une bonne chose de vouloir faire comme Godzilla, comme Jurassic Park par exemple, c'est-à-dire faire des films de monstres et de créatures légendaires qui s'adressent à tous les publics. Mais même en améliorant son humour et ses scènes d'action, il manque toujours cette pointe d'horreur ou de maturité que le film pourrait justement avoir dans ses scènes de violence, faire en sorte qu'on ait vraiment peur des mégalodons, parce que là les requins, on est juste content quand ils sont là, mais il n'y a pas de scène où on se dit vraiment que Jason Statham il est en danger, où on pourrait avoir potentiellement peur pour lui et peur pour sa vie, parce que tout simplement, même si ces requins ils sont plus grands avec une mâchoire totalement immense, ils sont pas assez effrayants, ou du moins il n'y a pas une scène qui illustre quelque chose qui pourrait nous effrayer, mais nous effrayer du fond du cœur. À moins que vous soyez thalassophobe et que vous ayez peur des fonds marins. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Les requins, ou plutôt les mégalodons, même si bon d'accord c'est la même chose mais vous voyez très bien ce que je veux dire, les mégalodons ils sont simplement utilisés pour provoquer du divertissement et c'est un peu tout. Et c'est peut-être un peu dommage, mais en même temps, c'est parce que mes attentes elles sont un peu faussées, parce que ce n'est pas du tout ce que nous propose et nous promet le film. C'est juste que moi, j'aime l'horreur, j'adore les films d'horreur, et donc mes attentes, elles sont peut-être un peu surévaluées à ce niveau, et c'est aussi à cause des Dents de la Mer, parce que les Dents de la Mer, c'est un film qui m'a complètement marqué et qui me fascine encore aujourd'hui. Mais ce manque d'une ambiance parfois plus horrifique est comblé par deux autres choses, le mystère et le fantastique. Et ouais, c'est pas une blague. Dans En eau très trouble, on va enfin découvrir ce que nous dissimulent les océans, un monde sous notre monde. Un nouvel écosystème caché dans des zones plus profondes que ce que l'on pensait. Je vais vous dire une phrase un peu bizarre, mais bon, elle correspond bien à l'univers qui est développé dans le film. Quand on pense avoir atteint le fond, il y a toujours plus profond. Attendez, de quoi on parle là? Et c'est fascinant, car ici, l'univers aquatique paraît plus magique, et disons-le, plus fantastique encore. Et c'est surtout parce qu'il nous est montré plus longuement, avec une véritable mythologie. Les personnages, ils prennent carrément des combinaisons, les technologies utilisées sont complètement fictives, et illustrent le fait que le film assume son côté divertissement, au lieu de s'ancrer dans un réalisme profond qui serait sans doute ennuyeux. Sans parler des multiples créatures qui donnent vraiment l'impression d'être perdu dans un immense repère de monstres dont on ne connaît pas le bout. Et c'est justement dans ces eaux profondes que le film développe une atmosphère complètement fascinante, avec un grain de mystère. Parce que le repère des monstres dépasse notre compréhension. Il est immense, plongé dans l'obscurité et surtout rempli de créatures qu'on pensait disparues. Et c'est justement ici que se greffe cette idée d'un gigantisme dont on parlait au tout début de la vidéo, parce que les personnages y sont confrontés à des choses qui les dépassent, tout comme les spectateurs, si on était à leur place. Et il y a vraiment une ambiance rappelant le film Underwater avec Kristen Stewart et Vincent Cassel. Entre les combinaisons, la noirceur de ces eaux profondes et les créatures qui s'y dissimulent, si vous appréciez les séquences sous-marines dans Eau très trouble, je pense que vous pouvez potentiellement adorer Underwater. Dans tous les cas, En eau très trouble ne cache pas ses inspirations au cinéma de requins et de monstres. C'est la même chose dans certaines scènes, où les requins sont filmés pour illustrer le gigantisme, la puissance et la force d'une nature qui nous dépasse complètement. Cela rappelle évidemment le traitement du Godzilla de 2014, qui traitait sa créature à échelle humaine, créant un sentiment de réalisme parfois effrayant face à une menace qui nous dépasse. Mais malheureusement, ces séquences sous-marines, elles sont très ambitieuses, et parfois ça fait un peu trop effet numérique ou justement effets spéciaux faits avec un ordinateur, faits avec des cartes graphiques qui tournaient à fond sur des logiciels qui sont hors de prix. En fait on sent que c'est virtuel parce qu'on est dans une obscurité complète et en même temps il y a cette espèce de lumière artificielle qui éclaire notamment les visages et ça crée la sensation qu'ils ne sont pas physiquement présents dans le décor. Ce qui est un vrai problème parce que tes spectateurs, ils ont besoin d'être immergés dans une ambiance certes, mais ils ont aussi besoin d'avoir la sensation que ce qu'on regarde c'est véritable et que ça se déroule vraiment comme si on n'était pas devant un film. Et donc ça peut potentiellement vous sortir du film. Je suis pas en train de vous dire que c'est dégueulasse, mais il y a certains plans où on sent qu'ils ne sont pas physiquement présents dans le décor, et en termes d'immersion, ça peut causer problème pour certains et c'est totalement compréhensible. Mais on passe outre, parce que c'est rare d'avoir ce genre de séquence, encore plus dans un film de requin. Pour moi c'est vraiment ça la force de cette franchise, et il va falloir que cela dure encore plus longtemps. Il y a tellement de potentiel pour une suite, avec l'exploration de ces zones sombres et mystérieuses, et l'arrivée de tout nouveaux prédateurs. Attendez, je suis en train d'admettre que je voudrais une suite.
Et merde. Et en plus de cette mythologie fascinante que le film construit, il développe aussi de vrais messages. Et non, c'est pas une blague. Alors, faut pas s'attendre non plus au prix Nobel de la paix si vous voyez ce que je veux dire, mais En eau très trouble, c'est pas seulement un film de divertissement, en tout cas il a pas seulement cette prétention, donc à voir si vous allez être réceptif à la chose, mais c'est aussi un film qui dénonce, en tout cas en partie, la manière dont on traite les océans. En tout cas, c'est ma perception de la chose, et ouais, si on m'avait dit un jour que En eau trouble aurait des messages, je l'aurais pas cru. Putain, mais le monde, il a vraiment plus aucun sens. Parce que ces eaux troubles ne représentent pas seulement des lieux dangereux, elles représentent des ressources, et certaines personnes souhaitent s'en emparer, notamment des espèces de pirates des mers. C'est clairement une métaphore de la condition actuelle des océans. Ils représentent réellement des espaces que l'homme exploite pour en tirer des bénéfices. Et là où dans le film, les mégalodons interviennent pour en quelque sorte protéger cette nature, et bah dans la vraie vie, malheureusement, il n'y a pas de super prédateur pour empêcher cette exploitation de nos eaux. Le film développe alors un discours plutôt simpliste. Les océans sont des endroits qui doivent être dirigés par la nature et non par l'espèce humaine. Et si vous ne respectez pas ces conditions, la nature se vengera avec des requins géants et même d'autres créatures. Et c'est d'ailleurs la cupidité des hommes qui provoque l'apparition des mégalodons sur la surface des océans que nous connaissons. Et c'est presque un discours qui est mélancolique en fin de compte, car si dans le film les requins se vengent de la cupidité des hommes qui traitent donc mal les océans, dans la vraie vie ce n'est pas du tout le cas. Les eaux maritimes souffrent et il n'existe pas de requins géants pouvant empêcher la pollution ou l'exploitation de ces endroits. Et le premier développait déjà ce type de discours, avec même le personnage de Jason Statham, qui mettait en avant le fait qu'il fallait laisser, ou du moins qu'il fallait que l'espèce humaine laisse les océans tranquilles, que c'était pas fait pour nous, etc., et que nous on était là juste pour les déranger, toutes les espèces plus qu'autre chose, et que c'était aussi pour cela que les mégalodons arrivaient, c'était la conséquence de nos actes, parce que l'espèce humaine était trop curieuse. Vous vous êtes jamais dit que la nature était bien faite ? Que la thermocline n'était peut-être pas là par hasard? Vous voulez explorer le monde? Allez-y, explorez-le. Mais si vous envoyez d'autres personnes en bas, comptez pas sur moi pour vous sauver les fesses. Parce qu'apparemment, vous avez pas tout saisi. Entre l'homme et le meg, c'est pas une lutte. C'est un carnage. Et ici dans cette suite, on retrouve à peu près le même discours, mais ça va beaucoup plus loin. Bon alors, d'accord, c'est simple comme bonjour, il pourrait très bien se contenter d'être un simple film de requins géants et c'est tout, et on va pas se mentir, cela serait largement suffisant, mais il a aussi envie d'avoir un poil de sous-texte qui sont plutôt satisfaisants, et on va pas se mentir, c'est tout aussi cool. En eau très trouble nous donne exactement ce qu'il nous promet, un film de divertissement avec des requins géants, partant loin dans un délire parfois proche de la parodie, et accentuant son humour pour presque incarner une expérience familiale idéale pour l'été et les fortes chaleurs. Je vous promets que j'ai envie d'aller à la plage l'après-midi avant de regarder ce film avec un petit cocktail le soir en attendant le coucher du soleil. Alors oui, il y a une partie de moi qui aimerait que le mystère soit beaucoup plus présent, avec un meilleur travail de l'attention, et pourquoi pas quelques scènes plus horrifiques ou même du gore. Mais cela se ressent que ce n'est pas du tout son envie. Mais la manière dont il traite les mégalodons, les différentes scènes accentuant le fait que les hommes et les femmes de ce monde sont tout petits ou petites vis-à-vis de ces anciennes créatures. Et qu'au final, nous ne sommes pas grand chose face à la puissance d'une nature qui nous dépasse. Sans oublier toute la fascination qu'entraîne la découverte des fonds marins, et le mystère de ce monde caché dans ses eaux profondes. Ouais, par moments, il arrive à être au-dessus des blockbusters traditionnels, parce qu'il possède un univers envoûtant. Il a envie de bien faire, sans prétention particulière, et cela se ressent. Et puis il faut pas oublier Jason Statham, qui s'amuse. Il s'amuse comme il s'est jamais amusé dans un autre rôle. Cela se ressent que ce film, il est bourré de bonnes intentions, pour plaire aux fans de films de monstres, de requins, et de créatures immensément grandes. Si vous n'avez pas apprécié le premier film, alors vous allez encore plus détester cette suite, on va pas se mentir. Si vous n'aimez pas le second degré, les requins, et tout ce qui est ce genre de film de gros blockbuster à gros budget qui est parfois plus débile que intelligent, évidemment vous allez détester aussi. Pour moi c'est presque un non-sens qu'on se retrouve avec un film de requin avec autant de budget, avec un acteur aussi célèbre, et on va pas se mentir, Jason Statham ça reste un acteur talentueux qui a du charisme, et de voir ça au cinéma, de voir ce genre de projet aboutir, c'est presque un non-sens.
Et moi qui adore ces films, ce genre de films plutôt débiles avec des requins, en long, en large, en travers, et parfois, notamment l'été, j'aime bien me faire des petites séances de films de requins bien nuls avec mes potes, parce que c'est drôle, avec des bières, c'est vraiment quelque chose qui c'est mieux que Noël, vraiment c'est mieux que Noël. Les films de requins, d'accord, c'est bête et méchant, mais je sais que je suis pas le seul à être réceptif à ce genre de film, mais faut admettre parfois aimer des choses qui sont pas terribles et que tout le monde trouve nul. Mais de voir un film avec autant de budget, avec autant de talent derrière entre guillemets qui sont vraiment à cœur pour que le projet fonctionne, c'est presque un non-sens. Et je pensais pas vivre cela dans ma vie de cinéphile. Alors, attendez, je suis pas en train de vous dire que c'est le plus grand film de l'humanité, que c'est un classique, mais c'est un film et une œuvre qui est cool, et parfois le cinéma c'est ça, c'est tout, ça doit être du divertissement, et tant que ça fonctionne sur vous, c'est la meilleure des sensations. Et donc voilà, c'est tout le cœur du propos, et j'assume absolument tous mes arguments, et j'ai hâte d'avoir vos retours parce que... mais s'il vous plaît, faites que je sois pas le seul à aimer les films de requins, mais s'il vous plaît. Ah, et s'il manquait juste un truc, et là on aurait obtenu le film de la décennie. Il manquait juste que Sylvester Stallone débarque pour une petite scène caméo ou un truc comme ça, et là ça aurait été le film de la décennie, et je vous aurais dit, meilleur film du monde, genre vraiment. Mais s'il vous plaît, est-ce que pour le 3e opus, on peut ramener Sylvester Stallone qui se bat avec Jason Statham? Mais pourquoi les studios font pas ça? Mais là on aurait le plus gros classique du siècle, bordel. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vous savez comment on soutient la chaîne et comment on fait la propagande. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, bref vous connaissez les codes de YouTube. Mais j'espère sincèrement que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et j'ai hâte d'avoir vos retours. Donc en commentaire n'hésitez pas à me dire quelles sont vos attentes si vous ne l'avez pas encore vu. Et si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel classement vous faites? Est-ce que vous préférez le premier opus? Est-ce que vous préférez le deuxième? Parce que là c'est vraiment une franchise qui est en train de se créer et on va peut-être bouffer du mégalodon pendant encore plusieurs décennies, et ça me va. J'ai rien d'autre à dire. Bref, c'était Méromain, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à prendre très soin de vous, à boire de l'eau, boire de l'alcool de temps en temps, mais avec parcimonie. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, surtout sur la fesse droite parce qu'elle est un peu plus moelleuse. C'est comme une sorte de cookie ou un brownie, vous voyez, c'est hyper tendre quand c'est mis au four. Enfin bref, je déborde, je vous fais de gros bisous, c'était Méromain, prenez soin de vous. Mouah, ciao, bene les amis.